Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Au cours de ce numéro du mois de septembre, nous avons choisi de vous entretenir sur le sujet portant sur l'orientation scolaire et professionnelle et l'employabilité des jeunes. Pour explorer ce sujet, nous avons reçu pour vous un spécialiste. Il est spécialiste en éducation, en formation et en orientation scolaire. Et il a animé une conférence à l'endroit des parents et autres parties prenantes du système éducatif. Donc, vous comprenez, fidèle téléspectateur, qui ne sera pas sur ce plateau, mais nous allons le lancer de temps en temps et il va vous éclairer sur le sujet. Cette émission Débat Éducation, auquel vous êtes habitués déjà, est en 3 rubriques. Débat thématique avec un invité, Actu Éducation et Agenda Éducation. L'émission est co-animée avec ma collègue Dodo Waré qui viendra à la fin de cette émission. Nous nous retrouvons dans un instant après ce jingle pour aborder la première rubrique Débat thématique avec un invité. Pour aborder la question sur l'orientation scolaire et professionnelle et l'employabilité des jeunes, notre invité a abordé 4 pistes. La première, il sera question de ce qu'est l'orientation. Ensuite, pourquoi orienter? La 3e piste de réflexion et d'échange qu'il a eu avec les parties prenantes du système éducatif, c'est les acteurs de l'orientation. Et enfin, les rapports entre l'orientation scolaire et professionnelle et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Pour définir ce que c'est que l'orientation, l'invité est parti du cas pratique d'une jeune fille qui venait à peine de réussir à l'examen du baccalauréat, mais qui s'est confrontée à 2 problèmes. Le premier, qu'est-ce qu'elle va faire après l'université? En tout cas, c'est elle qui se posait cette question. Et le deuxième problème, quel sera le lien entre son choix et ce qu'elle va exercer comme métier à l'avenir? Nous préférons vous laisser avec l'invité qui va revenir sur le cas de cette jeune fille avant d'aller à la définition de ce que c'est que l'orientation scolaire et professionnelle. Non seulement cette fille ne sait pas ce qu'elle doit faire à l'université, elle ne sait non plus qu'est-ce qu'elle doit faire dans la société, quel rôle elle doit jouer dans la société. Et vous comprenez très bien que on aurait vite fait de la culpabiliser, mais elle n'est qu'une victime du système dans lequel nous nous retrouvons. J'ai partagé ceci pour que nous puissions tous prendre la mesure de la chose, parce que elle est en ville et elle est victime. Imaginez ceux qui sont dans les coins les plus reculés, qui sont loin des médias, qui sont loin des services publics et qui n'ont pas vraiment la chance de rencontrer ou bien de se frotter avec d'autres professionnels. Alors, le problème de l'orientation est d'autant plus sérieux. Partant donc des explications et des justifications, eh bien, notre invité nous définit maintenant ce que c'est que l'orientation scolaire et professionnelle. Nous disons que l'orientation, c'est un processus qui permet à un consultant, à un élève, à un apprenti de bénéficier des services du conseiller ou de l'expert pour qu'il puisse se décider quant à la formation dans laquelle il va s'engager, quant au métier dans lequel il se projette. Notre invité, comme vous venez de le suivre, trouve que cette fille s'est vue confrontée donc à ce problème pour la simple raison que notre système éducatif ne dispose pas suffisamment de possibilités d'accès aux informations sur l'orientation scolaire et professionnelle. Dans le processus d'orientation scolaire et professionnelle, quel devrait être le rôle d'un spécialiste de l'orientation? Est-ce que c'est d'orienter l'enfant ou de lui donner toutes les informations pour que lui-même, il se positionne au vu des informations? Qu'en est-il exactement? Nous retrouvons notre spécialiste dans le domaine, M. Banla, qui va nous éclairer davantage.
Hier, le conseil d'orientation, il canalisait les compétences, il canalisait les apprenants, il canalisait les étudiants. Vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais aujourd'hui, l'orientation scolaire et professionnelle consiste à amener le bénéficiaire avec des activités précises à se positionner sur une échelle donnée, à faire un choix. C'est lui qui décide. Ce n'est pas toi, conseiller d'orientation, qui décide. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ton travail est de lui fournir les informations suffisantes sur le monde extérieur. Le monde extérieur, il s'agit des métiers, il s'agit des séries, il s'agit des offres de formation pour globaliser les choses. Et par la suite, sur le monde intérieur. Et le monde intérieur, c'est l'individu lui-même, c'est le bénéficiaire lui-même. Donc, il faut amener l'individu à prendre conscience des compétences qu'il dispose, à prendre conscience de ses centres d'intérêt, à prendre conscience de ses aptitudes et bien d'autres encore. Alors, vous comprenez que pour pouvoir faire un tel travail, il faut posséder une bonne dose des compétences dans certains domaines. Nous sommes à la deuxième piste de réflexion et d'échange que le spécialiste M. Balla a eu avec les acteurs de l'éducation lors donc, de cette conférence au cours de laquelle nous l'avons enregistrée pour vous. La deuxième piste qui va aborder, eh bien, pourquoi est-il nécessaire d'orienter ? Quels sont les avantages de l'orientation et quels sont aussi et surtout les inconvénients quand un apprenant, un étudiant ou quelque personne que ce soit n'est pas du tout orienté? Quels sont les inconvénients eh bien, sur son parcours scolaire et professionnel et sur son avenir finalement? On va l'écouter. L'orientation permet de réduire des échecs scolaires. Lorsque un élève fait son BEPC et on le pousse dans une filière pour laquelle il n'a aucune motivation, vous allez vous rendre compte que cet élève va faire un rendement en deçà de ses performances. Le travail sera très laborieux pour lui, il n'a pas de motivation, il n'est pas excité. Par contre, s'il fait un choix qui cadre avec ses attentes, vous allez vous rendre compte qu'il est excité à faire le travail. Il est motivé. Il ne dort pas et il a de l'épanouissement. Il a même l'effet jouissif des études. Et je voudrais donner l'exemple d'un de nos camarades quand nous étions en terminale, qui est parti de la série C4 à la série D, puis de la série D à la série A4 pour décrocher brillamment son bac. Il était allé en série C4, il ne savait pas c'est quoi la série C4. Et après, il est revenu en série CD quand il avait fait son premier échec en première. Il a tout de suite viré pour aller en D. Il arrive en D, il a des complications avec la SVT. Et le mieux pour lui, c'était d'aller en série A4. Et il était très heureux. Il a fait le bac avec mention bien. Un autre exemple, il y a un élève qui a fait le BEPC et l'élève voulait faire la série G2. Et son papa lui a amené les dossiers tout faits parce que le papa allait l'inscrire en série C, CD, en seconde. Et comme quoi, il doit faire la pharmacie. Ses deux grands frères sont en médecine et elle doit faire la pharmacie pour qu'ils puissent se retrouver dans une famille où on peut trouver les produits, on peut trouver les soignants. Alors, et cette fille s'est confiée à moi, elle dit, elle n'a jamais voulu cette histoire-là.
comment est-ce que le papa peut décider de son avenir? Et je dis, qu'est-ce que tu aurais souhaité? Mon souhait est que mon papa m'accompagne et me soutienne, pas qu'il décide pour moi. À ITNDE, l'année surpassée, nous avons fait une activité de vacances où nous avons reçu certains élèves. Il y a une élève qui a fait le BPC avec mention, avec 18 de moyenne. Et je lui dis, mais tu ne vas pas aller faire la série CD pour faire la médecine? Elle dit, monsieur Mdekoukouna. Parce que elle dit, cette histoire de médecine-là, elle ne veut pas entendre. Vous voyez? Donc, au moins, elle a la chance d'avoir un papa qui le comprend. L'orientation réduit le taux de décrochage scolaire. Lorsque un élève fait un premier échec, deuxième échec, troisième échec, la motivation est presque au point mort. Sur une échelle de 5, il peut se retrouver au point 1. Alors, l'école n'a plus d'appétit, il n'a plus d'appétit pour les études. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par traîner, il va tomber dans des groupes organisés et par la suite, il abandonne. Le métier doit être un jeu. Le métier ne doit pas être quelque chose de laborieux. Il y a une dame avec laquelle nous sommes en train de préparer un salon. Elle est en France. Elle est ingénieure en informatique, sécurité réseau. Et elle me dit, sur les 10 experts dans cette grosse boîte, elle est la seule femme. Vous voyez? Et elle dit que, au fait, la sécurité informatique là, c'est un jeu. Je dis, ah bon? Et pourtant, les gens carburent dur, ils n'y parviennent pas. Elle dit, non, c'est un jeu. C'est juste un jeu. Elle trouve que c'est un jeu parce que c'est passionnant pour elle. C'est agréable. Figurez-vous un seul instant qu'elle souffrait pour résoudre les équations. Elle va trouver que c'est laborieux. Et vous la voyez, elle est toujours mignonne, hein, malgré tout. Parce que quand vous faites un travail dans un contexte qui vous plaît, votre corps n'en pâtit pas. Autre aspect indispensable dans l'entrepreneuriat. L'orientation scolaire et professionnelle est indispensable dans l'entrepreneuriat. Et je vais vous dire, vous aurez pu constater également comme moi que beaucoup d'investissements sont faits. Mais ça accouche des petits souriceaux en termes d'émergence, le plan de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rédigent de très bons plans d'affaires, mais ils ne sont pas capables de réaliser cela. Rester écrire, c'est une chose. La réalisation en est une autre. Alors, qu'est-ce que le conseil d'orientation doit faire à ce niveau? Il doit être capable, ou bien il doit être à mesure. Et bien sûr, si on lui donne les possibilités, de pouvoir déterminer les traits entrepreneuriaux chez le bénéficiaire. Si il réalise que ce monsieur ou cette personne-là n'a pas le goût de risque, mais vous voyez qu'il ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a des outils qui permettent de mesurer les caractéristiques d'un entrepreneur chez ceux qui se lancent. Indispensable également dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Quelqu'un qui veut se reconvertir, c'est important. Indispensable pour les projets scolaires et professionnels. Vous voyez, quand on élabore un projet scolaire et professionnel, il faudrait que le projet scolaire et professionnel puisse évoluer. Il y a la flexibilité. Ce n'est pas que le projet est élaboré à partir de la classe de 4e que c'est fini. Il faut que vous puissiez suivre l'élève. Ça peut évoluer. À partir de la première, ça peut changer. En terminale, ça peut changer. Et c'est indispensable. Ça devient la raison pour laquelle cet élève-là s'engage dans des études. Parce que s'il ne voit rien au bout, la motivation ne sera plus la même. Indispensable également dans le cadre du projet de la vie après la retraite. On a le sentiment qu'après la retraite, c'est la fin de la vie. S'il vous plaît, on a encore de la force. Je vois les aînés, je vois les grands frères, les grandes sœurs qui sont à la retraite avec beaucoup de force. Imaginez-vous si ces personnes-là vont dormir
ils vont anticiper leurs fins. Alors, il faut les aider à investir l'énergie qu'ils possèdent encore dans certains secteurs pour qu'ils puissent continuer à vivre et à entretenir leur vie. Alors, quand on parle d'orientation scolaire et professionnelle, eh bien, quels sont les acteurs en présence? Est-ce que c'est l'apprenant seul, l'apprenant avec le parent ou l'apprenant avec le spécialiste? Qu'en est-il exactement? Quels sont les acteurs qu'il faut mettre autour de la réflexion pour permettre à l'apprenant, à l'élève, à l'étudiant, en tout cas à toute personne intéressée par la question de pouvoir se positionner? Quels sont les acteurs en présence? C'est la troisième piste que notre invité, n'est-ce pas, a abordée. Il y a le bénéficiaire lui-même. Le bénéficiaire qui est l'élève, qui est apprenti. C'est lui-même qui est centre. Après l'élève, il y a le parent. Le parent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit soutenir l'enfant. Il doit l'enfant qu'il aime. Il doit aider l'enfant à développer l'estime, la confiance en lui. Il doit lui prouver vraiment qu'il a de l'amour pour lui. L'enseignant, à la différence du parent, l'enseignant doit fondamentalement être objectif dans ses évaluations. Vous voyez, il y a certains enseignants qui plaisantent avec les notes. Parfois, ils sont trop laxistes. Parfois, ils sont trop rigoureux. Il y a certains enseignants même qui vont dire que lui, il ne dépasse jamais 12. Ça n'a pas de sens. Si l'enfant a 20, il faut lui donner ses 20. Parce que ça peut lui porter préjudice lorsque vous jouez avec ces notes. Nous vous avons dit qu'il y avait 4 pistes que le spécialiste a abordées avec les parties prenantes du système lorsqu'il les entretenait au cours donc, de cette conférence. Eh bien, le quatrième, c'est le rapport entre l'orientation scolaire et professionnelle et l'employabilité des jeunes. Nous allons revenir toujours à notre spécialiste qui va nous éclairer. L'orientation scolaire et professionnelle, donc, augmente la capacité de l'individu à se faire désirer par l'employeur. Et l'orientation scolaire et professionnelle développe la résilience pour quelqu'un qui veut être un créateur d'emploi, autrement dit un entrepreneur. L'invité, avant de finir, a relevé les facteurs qui limitent un apprenant dans son processus d'orientation. Eh bien, ces facteurs peuvent être institutionnels, c'est-à-dire liés à l'environnement scolaire, ça peut être lié aux parents, ça peut être lié à l'enseignant. Eh bien, voilà un peu les facteurs qui limitent les possibilités d'orientation, en tout cas d'accès aux bonnes informations dont l'apprenant a besoin pour se positionner pour demain. On revient toujours à M. Balla, notre spécialiste. Quand nous prenons le cas du Togo, est limité par les offres de formation disponibles. Il y a, lorsque nous recevons certains élèves, ils ont des compétences, de la motivation pour certaines formations. Mais ces formations n'existent pas au Togo. Et un autre aspect beaucoup plus plausible, ceux qui s'engagent dans les formations, section tertiaire, au niveau de l'enseignement technique et professionnel, la E, la F1, F2, F3, F4, TI1. Après leur bac, vous réalisez qu'ils ont des marges de manœuvre très limitées. La poursuite des études est très limitée pour eux. J'ai fait, par exemple, quand je faisais ma maîtrise, j'ai fait la recherche sur ça et tous les enseignants, unanimement, ont reconnu que la formation qu'ils donnent au lycée n'est pas suffisante pour que l'élève puisse se faire valoir de façon suffisante sur le marché de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a nécessité qu'il continue. Or, il n'y a pas la possibilité de continuer. C'est une limitation pour l'orientation. C'est-à-dire que le conseil d'orientation ne décide pas. Il peut jouer le rôle de conciliateur entre les deux, mais il ne décide pas. Et puis, si l'élève n'adhère pas aussi à la démarche, il est limité. Maintenant, l'une des grandes difficultés, c'est la méconnaissance de l'orientation scolaire et professionnelle.
professionnelle. Nous sommes arrivés à la conclusion, après une série de recherches, que beaucoup de personnes parlent de l'orientation au Togo, mais ils ne savent pas de quoi il est question. Beaucoup en parlent. L'orientation, oui, c'est bon, il faut l'orientation. Mais de quoi il est question, quelles sont les implications, ils ne maîtrisent pas. Donc c'est important. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons dit que l'invité était en entretien avec les parents, les organisations de la société civile, lors d'une conférence suscitée et organisée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Eh bien, son entretien, ses développements ont suscité beaucoup de questions. Et parce que le sujet étant brûlant, le sujet étant d'actualité chaque année, eh bien, les acteurs présents à cette conférence ont posé beaucoup de questions. Et je voudrais saisir de cette opportunité qui m'est offerte et de remercier nos très chers consultants et la coalition qui a bien voulu nous associer à cette rencontre. Eh bien, quand j'ai suivi cette communication, j'ai voulu savoir si je pouvais renaître pour recommencer. Parce qu'il fallait faire des choses en amont. Nous voilà en aval. Ma question est de savoir, au jour d'aujourd'hui, que faire pour sortir de cette situation, puisque nous pouvons dire que notre cas est pratiquement out. Maintenant, les jeunes qui sont derrière, qui n'ont pas eu une formation au maternel, comme vous l'avez dit, qu'on devrait commencer depuis la maternelle jusqu'à l'université, ceux qui n'ont pas eu, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui que nous avons suivi la formation, qu'allons-nous faire pour leur cas? Parce que la situation est très complexe. Il y a beaucoup qui sont à la maison, mais qui ont des formations, d'autres formations professionnelles, et même certains qui ont eu des formations professionnelles, les métiers de la main, n'ont même pas les moyens pour pouvoir s'ouvrir des ateliers et des salons. Donc l'installation est compliquée. Alors, quelles seraient vos suggestions, vos apports pour aider tout ce monde-là à s'en sortir pour que la pauvreté, la précarité recule de 100 pas en arrière? Je vous remercie. Je voudrais savoir à partir de quel niveau on peut commencer l'orientation, ou bien l'orientation scolaire doit commencer à partir de quel niveau? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'au niveau bac avant de chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ou ça doit commencer plus tôt? Aujourd'hui, le gouvernement est en train de rentrer dans une nouvelle approche que nous appelons dans l'éducation approche par compétence, APC, qui a commencé l'année passée avec la classe de 6e. Je voudrais savoir si, d'abord, si vous suivez, et au même moment avec la coalition, si vous suivez de près cette nouvelle approche, est-ce que vous pensez que ça peut être une solution au problème d'orientation ou bien d'employabilité dont nous parlons aujourd'hui? Est-ce que, en tant que parent, aujourd'hui, j'ai un petit enfant, est-ce que je peux avoir une vision de l'emploi ou bien de travail pour mon enfant? Si oui, et quelles dispositions dois-je adopter? Bon, je me demande si, au niveau de l'orientation, est-ce que nous-mêmes, nous ne constituons pas un blocus pour nos enfants? Je m'explique. Une fille qui a bac 2, avec mention bien, à l'âge de 17 ans, qui dit à ses parents, je voudrais faire la médecine, je voudrais être demain un docteur, qui arrive, la médecine, et après un temps, elle se voit, on dirait qu'elle n'a pas derrière elle un docteur. Et à la fin, bon, ça ne donne rien. Ce thème-là m'a beaucoup touchée. Beaucoup touchée du fait des erreurs que nous avons dû commettre en tant que parents en faisant des pressions sur nos enfants en ce qui concerne
leur orientation. Mais on dit le temps passé ne revient jamais. Maintenant que nous avons appris les bonnes procédures, je pense que dorénavant, quand nous avons des parents à côté qui veulent commettre les mêmes erreurs, nous pouvons les orienter d'une façon plus bonne. En ce qui concerne l'employabilité, est-ce que les solutions là peuvent amener les enfants à avoir des emplois? Vraiment, c'est ça mon inquiétude aussi. Il faut dire que cette formation vient à point nommé pour pouvoir nous aider à prendre de bonnes résolutions vis-à-vis de nos enfants quant à leur orientation. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que nous pouvons entendre par travail décent? Vous avez certainement besoin de savoir quelles sont les réponses que le spécialiste a données. Oui, on veut bien, mais le temps étant contre nous, nous ne pouvons pas vous proposer les réponses au cours de cette émission. On vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de Débat Éducation. Débat thématique, nous avons ainsi bouclé. Nous ouvrons la page Actu Éducation et Agenda Éducation avec ma collègue Dodo Waré. Choisir sa filière à l'université n'est pas souvent aisé pour les nouveaux bacheliers. Au lieu de se renseigner avant de faire leur choix, certains se fient aux informations glanées auprès de leurs amis et de leurs proches. Comment mieux se préparer pour bien affronter son cursus universitaire? Suivez dans ce dossier. Non. Enthousiastes, motivés, ces nouveaux bacheliers sont déterminés pour la plupart à prendre le chemin des campus universitaires. Et pour cette nouvelle aventure, chacun a sa petite idée de la formation qu'il fera à l'université. J'ai fait la série A4. Je veux faire l'anglais à l'université de Lomé. J'ai choisi l'anglais parce que j'aime l'anglais et l'anglais est devenu une langue commerciale. J'ai demandé des informations sur des gens. Selon ma série, je dois faire la FASEC. Je voudrais continuer en commerce à l'université. Je veux m'inscrire à la faculté de droit pour devenir un grand commissaire ou bien un grand avocat dans l'avenir. Ces choix basés sur des informations informelles et parfois non courantes peuvent être fatales à ces nouveaux bacheliers. L'université présente une panoplie de formations aux titulaires du bac. Faire le meilleur choix de sa formation est un vrai défi que les nouveaux bacheliers se doivent de relever. Ils doivent frapper à la bonne porte en s'informant auprès des institutions universitaires. Sur l'enseignement supérieur, quels sont les établissements qui sont disponibles, accessibles, ces établissements coûtent combien, quels sont les types de filières qui sont là, et ces filières-là, quelles sont les conditions pour y accéder. Donc on doit prendre toutes ces informations, ensuite savoir concrètement ses propres capacités, de quoi suis-je capable, quelles sont les disciplines que je maîtrise et dans lesquelles je peux facilement réussir. Ensuite, chercher les formalités à remplir lorsqu'on choisit un établissement. Et aussi faire attention qu'on s'inscrit dans des filières porteuses pour ne pas faire des études et se retrouver au chômage. Il y a les filières de formation agricole qui sont des filières porteuses. Et il y a également le secteur minier qui se développe dans notre pays avec l'exploitation de beaucoup de ressources minières. Donc c'est des secteurs porteurs également. Il y a aussi le secteur de l'informatique et des services liés aux nouvelles technologies. Donc c'est des filières porteuses. Et dans le domaine social, vous savez, il y a également l'enseignement qui est toujours un secteur porteur. On a besoin de beaucoup d'enseignants dans notre pays. On a besoin de beaucoup d'infirmiers, de médecins. Donc tout ce qui est formation dans la santé, formation dans toutes les disciplines qui sont enseignées dans nos établissements, ces formations sont porteuses. Si les études universitaires ouvrent sur la vie active et permettent de s'insérer professionnellement dans la société, une bonne préparation de son entrée au campus et un meilleur choix de la filière pour sa formation en sont les clés.
Les filles sont presque inexistantes dans les filières scientifiques au Togo. Et pourtant, le gouvernement prend des initiatives pour permettre à la jeune fille d'exceller dans les filières scientifiques. Quelles sont les raisons de l'absence des filles dans les filières scientifiques au Togo? Les réponses dans ce dossier. Selon un rapport de l'UNESCO sur l'éducation des filles et des femmes aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, 35% seulement dans le monde sont au niveau de l'enseignement supérieur. 3% des étudiantes choisissent les filières technologiques de l'information et de la communication. 22% des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde sont des femmes. Au Togo, les jeunes filles sont nombreuses dans l'enseignement secondaire, mais elles restent moins nombreuses dans les séries scientifiques et s'orientent encore moins dans les carrières scientifiques, selon les statistiques scolaires de l'UNESCO. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le mythe dont font l'objet les matières scientifiques, surtout les mathématiques et les sciences physiques, le contenu des programmes, la conduite même des programmes, les conditions et les méthodes d'enseignement qui influencent négativement l'apprentissage, mais aussi la qualité des enseignants qui dispensent ces matières. Tous ces facteurs constituent des stéréotypes. Et ces stéréotypes qui associent la masculinité aux mathématiques et aux sciences physiques ont une incidence négative sur l'intérêt des filles pour ces disciplines et sur leur auto-évaluation et leur performance. Des actions ciblées visant à surmonter les stéréotypes peuvent inclure la révision des programmes et des manuels scolaires et universitaires, la formation et la sensibilisation des enseignants, la présentation des modèles féminins de réussite à nos jeunes filles. Mais il importe fondamentalement de démystifier l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques et de les rendre accessibles à tous les élèves. Les métiers d'avenir, d'après les spécialistes, sont soutenus par les sciences et constituent un facteur déterminant pour l'épanouissement de la gente féminine. Je suis doctorante à la faculté des sciences de la santé. La satisfaction de résoudre les problèmes de quelqu'un lorsqu'il arrive, c'est ça qui me plaît le plus dans ce que je fais. Approfondir mes connaissances en matière de biologie, surtout la biologie humaine, c'est-à-dire la physiologie de l'être humain. J'aimerais devenir médecin orthopédiste. J'espère pouvoir avoir les conseils nécessaires qui pourront m'aider dans la suite de mes études. J'ai réussi à mon BPC cette année avec une moyenne de 18,56. J'ai eu 20 en physique, 20 en SVT et 18 en mathématiques. Pour le lycée, je voudrais continuer avec la série D pour plus tard devenir soit ingénieur en mécanique ou faire de l'informatique. Pour ce camp, j'espère quand je partirai ne plus être timide, m'affirmer, sensibiliser les autres jeunes filles à ne pas abandonner l'école, à continuer les études, à poursuivre dans les séries scientifiques pour devenir des cadres. Des efforts sont faits pour encourager les jeunes filles et les femmes à embrasser des carrières scientifiques. L'orientation scolaire, appui conseil, sensibilisation en vue de vaincre les stéréotypes. Mais il faut encore définir une réelle politique de promotion de la science dans les curricula scolaires. À Kara, les enseignants du secondaire se forment sur les thématiques de l'éducation inclusive. Il s'agit de les amener à s'approprier la pédagogie d'encadrement des enfants handicapés. Le reportage. Organisés en groupe, ils traitent des exercices pratiques sur la thématique de l'éducation inclusive. Les participants sont des enseignants du secondaire de la préfecture de la COSA. Il s'agit de leur permettre de maîtriser la pédagogie d'encadrement des enfants handicapés, le langage des signes et l'écriture braille. La direction régionale de l'éducation de la CARA et l'ONG Humanité et Inclusion veulent donner aux enfants handicapés avec qui elles ont commencé depuis 2011 dans le cadre de l'éducation inclusive la chance de poursuivre normalement leur cursus scolaire jusqu'à l'université. On a formé les enseignants du primaire qui encadrent comme il le faut les enfants. Mais chaque enfant est appelé à progresser. Donc ils sont maintenant nombreux au secondaire. Alors,
pour que l'encadrement soit ce qu'on attend vraiment, il faut que eux aussi soient formés. Et c'est pourquoi donc, on veut donc, les former. Les enfants sont au secondaire, c'est déjà un avantage. Et puis s'il n'y avait pas l'éducation inclusive, ça veut dire que tous ces enfants-là ne seront pas dans le système scolaire, donc nous sommes en perte. Or, aujourd'hui, il y a des malvoyants ou même des non-voyants qui sont aussi des fonctionnaires ou qui entreprennent des activités génératrices de revenus. Depuis 2011 à ce jour, 500 enfants handicapés, dont 238 filles, ont été identifiés et pris en charge dans la COSA. L'éducation inclusive a mis aussi en place un système qui permet aux élèves handicapés qui souhaitent arrêter leurs études d'apprendre le métier de leur choix. L'éducation togolaise a connu des avancées notoires, surtout depuis l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation PSE. Des initiatives se prennent de jour en jour pour l'accès à tous à une éducation de qualité et sans discrimination. Quelles sont les avancées réalisées par le Togo en matière d'éducation et quels sont les défis à relever? Les éléments de réponse dans ce dossier. Le Togo mise sur l'éducation pour promouvoir son développement. Depuis quelques années, le gouvernement a pris la mesure de la situation pour rendre accessible l'éducation à tous. À l'heure où l'on parle du plan national de développement, il est aujourd'hui important d'adapter le système éducatif aux nouvelles exigences, ce qui devra nécessairement passer par la politique sectorielle de l'éducation. Et le pays s'y attelle. Aujourd'hui, vous pouvez voir, le Togo est en train de revoir la politique même sectorielle de l'éducation. Et c'est à travers cette politique sectorielle de l'éducation que les grands axes de la conduite de ces systèmes éducatifs pour répondre aux besoins de la nouvelle société togolaise va se définir. Donc cette politique sectorielle touche plusieurs axes pour pouvoir corriger des disparités, pour pouvoir corriger les contenus des formations, pour pouvoir définir le profil même de sortie des apprenants. Je pense que l'effort est beaucoup louable. Des efforts louables certes, mais des défis sont encore à relever pour atteindre l'objectif accès à l'éducation pour tous. Selon les statistiques, environ 7% d'enfants sont aujourd'hui en marge de l'éducation au Togo. Parmi eux, des enfants de rue, des enfants handicapés et vulnérables. On ne peut pas d'emblée dire, vu l'ensemble de ces paramètres, que l'éducation est totalement accessible, mais plutôt on peut dire que nous voulons tendre vers l'accessibilité universelle. Et voilà pourquoi des efforts ont été faits dans ce sens, en essayant de pouvoir supprimer d'abord la scolarité au niveau du préscolaire et du primaire. Et les réflexions sont en train d'évoluer pour voir ce qu'il faudrait faire au niveau des secondaires 1 et voir le secondaire 2 et ce qu'il faut faire pour pouvoir donner une large ouverture à l'accès aux universités. À ces efforts s'ajoutent les cantines scolaires pour maintenir les enfants à l'école. D'année en année, la demande d'accès à l'éducation ne cesse d'augmenter. Le gouvernement multiplie les actions pour rendre plus performant son système éducatif. Ces effectifs pléthoriques entraînent une mauvaise qualité de l'enseignement et la mauvaise qualité entraîne des échecs. Les échecs entraînent la déperdition scolaire. Ensuite, il y a le problème des contenus qui sont enseignés dans les salles de classe. Il va falloir qu'on revisite ces contenus pour pouvoir les adapter aux besoins de la société et adapter ces contenus de façon à ce que tout enfant qui accède à l'école et qui sort de l'école puisse avoir accès à l'employabilité. En ce jour de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, un appel est lancé aux parents pour accompagner le gouvernement dans l'éducation des enfants. Chacun doit savoir que l'analphabétisme est un frein au développement du pays. L'École supérieure des assistants administratifs ESAD de l'Université de Lomé a signé le 14 août dernier une convention de partenariat avec le système financier décentralisé, la Caisse Le Salut, une institution de microfinance. Un partenariat qui va durer 2 ans et qui va permettre à l'ESAD d'organiser des séminaires et des sessions de formation à l'intention des employés de la microfinance. La Caisse Le Salut, quant à elle, s'engage à offrir des stages aux étudiants de l'ESAD
l'ESSAD. C'est donc un partenariat école-entreprise qui va permettre aux deux parties de s'aider mutuellement. Faut-il aborder sexualité avec son enfant? Quand et à quel âge? Le sujet reste encore tabou dans la plupart des pays africains. Nous avons questionné quelques parents sur la question. Suivez. C'est un sujet qui demeure encore et toujours tabou dans les sociétés africaines. L'éducation sexuelle des jeunes. Elle devient de plus en plus préoccupante, mais jusqu'ici, le sujet est presque ou pas abordé entre parents et enfants. Une situation souvent liée aux pesanteurs socio-culturelles et les effets sont diversement appréciés. Pour certains, il faut un âge donné pour que l'enfant cerne le sujet. Et pour d'autres, il n'y a pas d'âge pour éduquer sur le sexe. L'éducation commence dès le bas âge où on fait la différence pour que la fille sache qu'elle est fille et que le garçon sache qu'il est garçon. Et donc, quand nous prenons les adolescents, il est important de leur parler de la sexualité. Et quand nous parlons de la sexualité ou bien de l'éducation sexuelle, ce n'est pas les relations sexuelles comme les gens le pensent souvent. Donc, c'est parler un peu des aspects liés, par exemple, à la prévention des grossesses précoces, des grossesses non désirées, la paternité et la maternité précoce, parler des infections au VIH, SIDA et les autres IST. Donc, je crois que nous pouvons parler de la sexualité aux enfants à n'importe quel âge. L'éducation sexuelle a donc une influence considérable sur la vie de la jeune fille et du garçon. Elle prend en compte plusieurs paramètres pour mieux appréhender le sujet et mieux encadrer cette tranche d'âge souvent jugée vulnérable. Nous avons l'éducation sexuelle formelle et l'éducation sexuelle informelle. Au niveau de l'éducation sexuelle formelle, c'est ce que nous recevons au niveau de nos écoles, au niveau de l'éducation, au cours de notre cursus d'enseignement. Et cette éducation sexuelle, en ce qui concerne notre pays, c'est ce que nous appelons l'éducation sexuelle complète à l'école. Et en ce qui concerne l'éducation sexuelle informelle, c'est ce que nous recevons à la maison, c'est ce que nous recevons dans nos familles. Quand on est enfant, les messages à véhiculer sont différents des messages à véhiculer quand il s'agit des adolescents et jeunes ou des adultes. L'éducation sexuelle prend en compte les aspects psychologiques et affectifs. Dépasser cette résignation à discuter et enseigner les jeunes sur ce fait qui parfois empêche un épanouissement normal et digne de ce nom, un moyen nécessaire pour assurer un développement harmonieux et peut-être complet aux jeunes enfants. Ceci avant leur âge de puberté. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a publié un document rapport alternatif sur la mise en œuvre des 7 cibles de l'ODD 4 éducation. Ce document fera objet d'une conférence de presse très bientôt. Dans Agenda Éducation du 1er au 7 septembre, les 38 coalitions nationales d'éducation en Afrique se réunissent à Dakar pour le 9e forum sur les politiques éducatives. La coalition du Togo, CNT-EPT, y prendra part. Eh bien, merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi les 2 rubriques et à la prochaine. Alors, nous espérons avoir essayé de répondre à vos attentes concernant les questions d'orientation scolaire et professionnelle. Vous avez compris, fidèles téléspectateurs, que la question de l'orientation est une question de spécialistes. Eh bien, il faut chercher les bons contacts de ceux qui s'y connaissent dans le domaine pour amener vos enfants, pour accéder aux informations, et vous pouvez les trouver au CNIOPS, le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle, même si ce centre ne comporte pas encore suffisamment de personnel pour pouvoir couvrir tout le pays, mais néanmoins,
eh bien, le peu qu'il y a, eh bien, si vous avez les contacts, eh bien, vous pouvez les toucher. Vous pouvez aussi toucher des spécialistes au cabinet Speed, parce que notre invité, il a créé un cabinet spécialisé sur les questions d'orientation, d'employabilité. Eh bien, si vous allez vers lui, eh bien, vous aurez toutes les informations. Et l'Agence nationale de promotion de l'emploi également détient à tout un département avec des spécialistes qui s'y connaissent sur les questions d'employabilité et d'orientation, et tout ce travail en synergie pour que la jeunesse scolarisée, la jeunesse estudiantine ne manque d'aucune information. Eh bien, nous promettons de toute façon que dans le prochain numéro, vous aurez les réponses aux questions posées par les participants, mais nous ferons l'effort au cours de l'année de consacrer un numéro par mois sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle et sur les questions d'employabilité. Ceci dit, nous vous disons au revoir et à la prochaine.